Un patrimoine hors du commun, un projet historique et titanesque, des urbex mémorables, mais aussi des perspectives de développement économique et écologique. La ligne ferroviaire Pau-Canfranc, c'est tout cela en même temps. Inaugurée en 1928, cette voie qui grimpe dans la montagne pour traverser les Pyrénées était la seule liaison vers l'Espagne entre Atlantique et Méditerranée. Interrompue en 1970 suite à un spectaculaire accident, beaucoup la pensaient destinée à l'oubli, avec la plus longue gare de France perchée à 1200 mètres d'altitude. Et pourtant, en 2016, la portion entre Oloron et Bedouce a rouvert et il ne reste plus que 33 km pour faire la jonction, avec de nouveaux enjeux contemporains comme réduire le trafic de camions. À l'occasion de la publication par la région Nouvelle-Aquitaine d'un livre blanc pour la réouverture de la ligne, toute la rédaction et les équipes de TV7 sont mobilisées pour vous faire découvrir ce dossier, son passé majestueux et les enjeux qui sont placés dans le projet. Visite de la gare de Canfranc, découverte des ouvrages d'art accrochés dans la montagne, rencontre avec les acteurs du projet, compréhension des enjeux économiques et de la carte de la mobilité en Sud Nouvelle-Aquitaine. Suivez-nous. Nous sommes ici devant la gare de Canfranc, deuxième plus longue gare d'Europe. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude dans les Pyrénées, au sein d'un petit village de 520 habitants. Donc une gare qui semble complètement disproportionnée par rapport à ce village. On va essayer de comprendre son histoire et surtout les enjeux qui s'y trament actuellement. Nous sommes ici avec les représentants de la région Aragon, puisque cette gare est frontalière entre l'Espagne et la France et on part pour la visite d'une gare en chantier. On vous explique tout de suite. Alors on rappelle du coup que cette gare a été inaugurée en 1928 et l'idée de cette gare c'était vraiment d'en faire un hub entre la France et l'Espagne et du coup d'imaginer que les passagers arrivaient d'Espagne par un train et ici ils changeaient de train et repartaient vers la France. Il n'était pas question d'une ligne complète, donc cette gare était absolument nécessaire pour passer d'un train espagnol à un train français ou inversement, absolument tous les passagers devaient passer par là. Oui, et justement ce hall représente la manifestation de cet aspect transfrontalière. On voit l'écusson de la République française. Sur l'autre façade, c'est celui du Royaume d'Espagne. Donc, façade nord orientée vers la France, façade sud orientée vers l'Espagne. Parce qu'on sait encore aujourd'hui, d'ailleurs, que c'est pour ça que, par exemple, à Irún, il est nécessaire de changer de train parce qu'il y a cet écartement des rails qui n'est pas le même en France et en Espagne. Et j'imagine qu'il y a été un casse-tête historique pour les rapports entre les deux pays. Oui, cette différence entre les écartements, faut se situer un peu dans le contexte historique de l'époque. On est à la fin du 19e siècle. Ça fait moins de 100 ans que Napoléon et ses troupes ont envahi la péninsule et l'Espagne. Et donc, cette différence dans les écartements, en quelque sorte, ça tombait bien pour justement difficulter une éventuelle rentrée des troupes françaises. Donc on imagine un projet ici de gare qui est pharaonesque alors que nous sommes dans les Pyrénées. Pourquoi une gare aussi grande ici est imaginée? Donc vous disiez on commence à l'imaginer en 1885. Elle n'est finalement construite et inaugurée qu'en 1928. Ce sera un projet titanesque. Pourquoi ici? Es absolutamente incomprensible
Ce projet-là, faut admettre, faut reconnaître qu'il a toujours subi une disproportion évidente. Rappelons que ici à Canfranc, on a 200 000 mètres carrés de terrain consacré au ferroviaire pour une fréquentation de 26 000 voyageurs par an actuellement. Alors que la gare de Atocha à Madrid offre 150 000 mètres carrés de surface occupée par les voies pour 150 millions de personnes par an qui passent à travers la gare ou qui utilisent la gare. Vous voyez un peu la disproportion. C'est pour ça que le projet actuellement en cours revoit à la baisse toutes ces quantités, ces montants, ces surfaces. Ici, du coup, nous sommes dans ce vestibule. Ici, c'était pour... on va se diriger vers là où on achetait les billets. C'était ça. À quoi ça servait ça si on rentre là, donc il y avait le personnel et puis il y avait les guichets là. Bonjour. Vous désirez. Et alors pourquoi deux? Il y avait un côté espagnol, un côté français en fait, c'est ça? Oui, effectivement, tout à Canfranc est en double. Un exemple, ce sont ces guichets-là. Donc, comme ça a été dit auparavant, le nord ainsi que nord et est, c'est le côté français. Donc, ces guichets-là étaient français. Et le sud et l'ouest, ça revient en Espagne. Donc, ce guichet-là était le guichet espagnol. Ce vestibule a servi au moins jusqu'en 1970. On rappelle qu'à ce moment-là, il y a un grave accident du côté français qui détruit un ouvrage. Et donc, la ligne côté français est interrompue. Mais les trains continuent à arriver côté espagnol jusqu'ici. À quel moment est-ce que cette gare n'est plus utilisée et à quel moment on bascule vers quelque chose de plus petit ici côté espagnol? Le bâtiment a été acheté en 2013, environ 1985. Le bâtiment ne prêtait plus de service comme bâtiment ferroviaire, c'est-à-dire il n'y avait pas de vente de billets, le bâtiment n'était plus utilisé comme gare. Ce n'est qu'en 2013 que la région achète le bâtiment. Donc un bâtiment abandonné pendant plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a donné envie à la région d'acheter ce bâtiment? Et quel est le rêve et l'ambition du territoire ici pour ce bâtiment hors du commun? Bon, faut rappeler que depuis 1853, année dans laquelle la région Aragon se dirige à l'ensemble de l'Espagne pour proposer et demander une ligne qui va connecter Madrid avec Paris en passant par les Pyrénées centrales. Donc voilà, c'est pour dire, ça fait déjà plus de 160 ans, je ne sais pas, 7 générations de personnes qui ont... Donc tout cela pour montrer que le projet de Canfranc est un projet très cher à l'Aragon, à la région, depuis le début, et que la région ne pouvait pas se permettre de laisser ce bâtiment devenir une ruine, faute d'entretien, abandonné aux intempéries. Et donc voilà un peu pour respect aux générations qui ont travaillé pour
la mise en service du projet en 28, ainsi que pour les futures générations, il fallait que Aragon mise sur ce bâtiment. Alors on va continuer la visite pour voir le reste de l'étendue du bâtiment. On n'a presque rien vu là. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait dans ces très grandes bâtisses des deux côtés de ce hall principal? Des locaux destinés aux services ferroviaires, par exemple, des douanes, des employés, des compagnies de chemin de fer. Ça, c'est ce qu'il y avait. Un hôtel est prévu dans ce bâtiment. Et cet espace devrait être occupé par des salles de cet hôtel. Et les salles de conférences, de réunions, des salles, voilà. Justement, parlons de ce projet. Là, nous visitons une gare historique, mais nous visitons aussi un chantier. Nous avons avec nous l'entreprise qui est en train de réaliser les travaux. On imagine que les travaux sont là aussi quelque part un peu titanesques. Quel est ce nouveau rêve que l'Aragon a pour cette gare de Canfranc? Donc un hôtel, c'est ça? La région a vu que la seule possibilité d'avenir pour le bâtiment était de le consacrer à un hôtel qui veut être de référence. Rappelons qu'il y a 9000 mètres carrés construits en 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 2 étages. Les 2 étages supérieurs vont héberger 104 chambres et le niveau rez-de-chaussée va accueillir les salles communes qui pourront être utilisées par non seulement les clients de l'hôtel, mais n'importe quel touriste qui se rendra sur Canfranc. Alors j'imagine qu'au niveau des travaux, étant donné que le bâtiment a été abandonné pendant une trentaine d'années, je présume que ça a dû être assez complexe de mettre en place un projet de cette taille. Le fait de travailler dans un bâtiment qui est classé comme patrimoine historique pose des difficultés et pose des contraintes que travailler ailleurs ne poserait pas. Mais l'entreprise est là avec une équipe pleine d'illusions pour ce projet-là et qui rentre un peu dans l'histoire, je pourrais dire. Et donc, avec cette illusion, on surmonte les difficultés qu'on va trouver. Alors ici, on voit que dans le cadre des travaux, on voit les vieilles portes qui sont encore utilisées. On voit encore les vieux trains ici. C'est une forme de nostalgie qu'on peut avoir de ce qu'était bien le projet à l'origine. Aujourd'hui, on parle non seulement d'en refaire un hôtel, mais de réouvrir la ligne. Ici, il va y avoir notamment des aménagements. On voit dans le projet que vous avez sous le bras que ce n'est pas que le bâtiment et l'hôtel qui est concerné. Mais une emprise beaucoup plus large. On voit un nouveau bâtiment derrière nous. Ce nouveau projet est plus large encore que simplement un bâtiment, un édifice, un hôtel. Oui, bien que, évidemment, le bâtiment le plus typique, celui qui a le plus de caractère de tout cet ensemble est le bâtiment qui hébergeait la gare internationale. Bon,
C'est vrai qu'en même temps, il y a 12 ou 14 autres bâtiments qui hébergeaient ou qui servaient à des tâches ferroviaires. Par exemple, il y avait des dépôts, il y avait où on transférait, on déposait la marchandise quand elle était transférée d'un train vers l'autre. Il y avait des pavillons qui servaient à la poste. Il y avait des pavillons qui servaient comme résidence des employés français et des employés espagnols. Tous vont être conservés, remis en état et destinés à d'autres fonctions qu'ils n'avaient dans le temps. Voilà un peu un profil en travers général de la future, du projet. Une section. Nous sommes là. Ça, c'est le nouveau bâtiment voyageur. L'ancien, le bâtiment historique. Et ici, ce seront les trains, Ouais, voilà. les trains espagnols. Non, et français. Et français. Donc ça, vous êtes en train de me dire que vous croisez les doigts très très fort pour que la ligne réouvre aussi côté français, puisqu'ici, elle ne s'est jamais interrompue. Mais il y a quand même un sujet sur les trains français aujourd'hui. Le projet de réouverture passe par l'interopérabilité des trains. C'est-à-dire la possibilité de continuer les circulations entre Saragosse et Pau sans avoir à changer de train ni quoi que ce soit. Une fois les circulations internationales seront reprises, les voies seront à l'écartement international. Alors ça, c'est une petite révolution pour l'Espagne aussi. Ça veut dire que vous n'avez plus peur qu'on vous envahisse. Il faut dire que ce renouvellement se fait avec ce qu'on appelle des traverses polyvalentes. C'est-à-dire, c'est une traverse qui est préparée pour accueillir aussi bien l'écartement ibérique que l'écartement international. Donc tout est prévu pour que les trains français arrivent un jour ici. Ça, c'est le rêve d'origine. On avait vu qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de voyageurs. C'est pour ça que la SNCF n'avait pas forcément poussé autant qu'elle aurait pu pour que, après l'accident, la ligne soit réouverte. Qu'est-ce qui vous donne espoir aujourd'hui que les choses vont être différentes et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour une ligne comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Ce n'est pas que le transit voyageur qui nous anime à mener ce projet, mais aussi le fret. La possibilité de pouvoir circuler, traverser les Pyrénées centrales par le train. Rappelons que les deux passages hispano-français se trouvent aux extrêmes de la chaîne des Pyrénées, donc séparés environ 400 km. Cela ne se passe pas au niveau des Alpes. Pour nous, il est très important d'avoir ce passage-là dans les Pyrénées centrales, cette possibilité-là, aussi non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour le fret. Ce qui va représenter la possibilité de enlever des camions de la route et voilà le report modal vers le rail, chose que la sécurité de nos routes françaises et espagnoles va certainement en bénéficier. Recuperar el uso de viajeros, de pasajeros. Ça, ce sera la gare. La gare. Et là, on sera en face de l'hôtel. Voilà, l'hôtel sera là, là des jardins. À l'époque, on disait que la ligne avait mis trop de temps à être construite et que la modernité avait rattrapé un peu cette station. Et
que le problème avait été notamment qu'il n'y avait qu'une seule voie et c'était compliqué de faire se croiser des trains. Il y avait des difficultés qui étaient des difficultés d'infrastructure. J'imagine que ces difficultés persistent même si l'on arrive à restaurer les ouvrages d'art. Comment est-ce qu'on voit une ambition très large pour une ligne qui a quand même beaucoup de contraintes techniques? Este proyecto tiene limitaciones, C'est vrai que la voie unique pose des contraintes. Néanmoins, on est sûr et certain que malgré une voie unique, elle a la capacité suffisante pour absorber le trafic prévu, aussi bien pour le fret que pour les voyageurs. Donc on est confiant, même si évidemment cette ligne ne va pas être un grand corridor européen, ça c'est évident. Rien à voir avec les possibilités que le corridor atlantique ou méditerranéen puisse offrir. C'est toujours une ligne de montagne, mais d'après les études, on aura la capacité suffisante pour, avec une voie unique et prévoyant des voies d'évitement à des endroits bien précis, de pouvoir absorber le trafic voyageur et le fret. On va parler de l'ensemble de ce projet puisque ici on arrive devant un bâtiment qui lui est terminé apparemment. L'idée, on a parlé beaucoup du fret parce que c'est celui qui rend finalement ce projet financièrement réaliste. Mais il y a aussi peut-être l'idée, et on le sent avec l'idée des restaurants, de l'hôtel, etc., que tout cela pourrait aussi avoir un impact autre et notamment sur le tourisme. Bon, effectivement, là, on est devant le futur centre d'accueil des pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques, qui passe juste à côté et traverse la frontière par le col du Somport. Donc 30 millions d'euros, c'est l'ensemble des travaux qui sont en cours de réalisation. Est-ce qu'il y a des notions de rentabilité derrière le montant de cet investissement? Est-ce qu'on la région en espère une rentabilité directe ou pas? Initialement, la prévision était que ce projet-là, qui a un budget, rappelons, de 30 millions d'euros, ne coûterait que 5 millions à ce qui est le financement régional. Le reste serait récupéré via trois éléments. Il y a d'un côté le loyer de l'hôtel. L'exploitant de l'hôtel va payer une location annuelle à la région. Deuxièmement, il y a comme on a vu, il y a des bâtiments dont sont prévus l'utilisation pour l'hôtellerie, pour le tourisme. Tout ça, ça va aussi donner des revenus à la région sous forme de location. Et finalement, il y a des terrains qui sont prévus un emploi résidentiel pour construire carrément des logements là-dedans dont la vente de ces terrains-là va aussi représenter
voilà, un revenu pour la région. Los suelos destinados a uso vivienda. Quand est-ce qu'on pense terminer les travaux ici? Octubre, Octobre 2021, Dernière question, si le train français n'arrivait pas ici, est-ce que ça changerait le projet? Est-ce que vous seriez très déçus? los trenes franceses llegarán a Canfranc. les trains français arriveront à Canfranc. Muchas gracias.